Merci à toute l'équipe du Masque, les amis du Masque. Merci à vous toutes et tous pour être là ce soir. Je suis ravi d'être là encore une fois à Sables d'Olonne. C'est une très belle expérience, une très belle occasion pour moi pour être là parmi vous, pour vous raconter quelque chose autour d'une thématique qui m'est évidemment à cœur, la question du musée, la question de l'architecture. Et donc on essayera de voir dans ces cycles comment ces deux composantes, architecture et musée, vont dialoguer ensemble au fur et à mesure d'une série de thèmes qu'on a choisis ensemble avec Gaël. Excusez-moi Boris, en fait, je crois que les gens n'entendent pas trop. Est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser le micro? Ah oui, ok, alors je vais l'utiliser. Si je vais l'utiliser Sinon, évidemment. vous pouvez aussi vous rapprocher. Oui, et si jamais vous souhaitez aussi au dernier rangée, vous souhaitez vous rapprocher, en tout cas ici il y a beaucoup de place, donc ne vous inquiétez pas. Vous m'entendez comme ça? C'est mieux pour vous? J'essaierai donc de parler comme ça, et si jamais j'aurai la tendance à éloigner les micros, n'hésitez pas à m'interrompre. Et évidemment, la communication s'est pensée aussi comme un dialogue. Donc si on aura un temps d'échange à la fin, mais pendant la communication, si vous avez des questions pressantes, n'hésitez pas. L'objectif, en tout cas, c'est de passer un moment ensemble en train de se renseigner autour d'un thème. Donc, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, on va s'occuper des lumières, mais comme Gaël l'a anticipé, l'idée, c'est vraiment de construire ensemble, avec vous toutes et tous, un séminaire plus large, dans lequel les deux questions, donc au mieux les dialogues entre architecture et musée, architecture et les musées, ça a été les titres imaginés avec Gaël, va creuser thématiques différentes. Donc on aura aujourd'hui la lumière, on se retrouvera, je l'espère, à décembre, tous ensemble pour réfléchir autour de la question de l'espace et aussi de la circulation, une autre thématique cruciale quand on pense à l'exposition de l'art. On reviendra le 5 février sur la question de l'architecture du musée pour réfléchir autour de la question de la simèse et aussi du rôle que l'architecture du musée établit avec l'œuvre exposée, celle d'un fond, celle d'un protagoniste, comment ces deux éléments dialoguent ensemble. Et pour terminer, Gaël et moi, on a imaginé avoir aussi un moment d'échange, un moment plus vivant. Donc l'idée, ce serait donc de vous présenter un cas d'étude, notamment les projets de transformation du Centre Pompidou à Paris, grand chantier que, comme celle du Masque, débute cet automne. Dans le cas du centre, on a besoin d'un peu plus de temps, donc c'est un chantier qui a commencé avec la fermeture du 22 septembre 2025 et qui nous accompagnera jusqu'à les 2030 pour réouvrir en toute beauté, j'espère, avec donc un centre Pompidou disponible au tout public, avec beaucoup plus d'espace au service des visiteurs et du public, et aussi une rénovation qui mettra le centre en phase avec ce qui sont les demandes d'efficience d'énergie et aussi des questions liées au désamiantage. Donc voilà, donc c'est un peu d'où je viens, comme Gaël l'a dit, chercheur au Centre Pompidou de Paris. Donc j'ai construit un peu mon parcours de recherche autour de cette étude des cas qui pour moi a été très éducateur, si je peux dire, parce que ça m'a permis aussi de m'intéresser à la question plus large de l'architecture de l'exposition de l'œuvre d'art, ce qui a été la base pour construire les séminaires d'aujourd'hui. Comme Gaël l'a dit, on s'est effectivement vu il y a 2 ans désormais pour échanger autour d'une publication, ma première publication autour de l'histoire du centre. À peine il y a une année est sortie aussi la deuxième qui se plonge encore une fois sur les entrailles du Centre Pompidou autour d'une question que j'ai appelée les total design. Mais là, ce soir, c'est des lumières qu'on parle et j'ai essayé de construire un parcours chronologique avec évidemment ceux qui sont des focus thématiques autour des questions qui m'intéressent les plus pour essayer de construire un dialogue avec vous autour de la question de la lumière. Bon, je pense que les points de départ les plus intéressants pour réfléchir autour de cette question, c'est de remettre
l'œuvre d'art dans les cadres de sa production et aussi de remettre les musées dans les cadres de sa genèse. Donc c'est autour de ce qui est le XVIIIe siècle que je voudrais commencer ce parcours avec vous, dans un moment où l'œuvre d'art conçue dans ce qui est un espace qui est tout à fait différent de la majorité des espaces des musées contemporains, c'est-à-dire la pièce d'une noblesse, la pièce d'une bourgeoisie, l'atelier de l'artiste. C'est avec cette série des espaces que l'œuvre d'art, dans les siècles XVI et XVII, est pensée, est conçue et est aussi présentée aux clients, aux commandataires et à ses proches. Donc c'est avec cette série de peintures que je voudrais essayer de vous plonger dans ce qui est les contextes de l'œuvre d'art, dans les moments qui on peut définir la genèse de ce qui est censé devenir les musées comme on les connaît aujourd'hui. Donc ici, une série de visions de Panini qui nous présente ce qui est, ici spécifiquement, l'intérieur d'une des plus célèbres espaces dédiés à la médiation de l'art, c'est-à-dire la Galerie du Louvre, qu'on voit ici avant ce qui sera son ouverture au public, qui aura lieu donc au moment de la Révolution française. Et il s'agit d'une peinture, il s'agit d'une vue qui m'intéresse particulièrement, car ça me permet de vous plonger dans ce qui est véritablement les contextes de l'œuvre. Une œuvre destinée donc à être présentée à côté de beaucoup d'autres, dans lesquels l'espace qu'on connaît habituellement pour les cadres, la simèse, l'œuvre est très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça me permet aussi de me plonger directement dans notre question, la question de la lumière. Et donc vous voyez ici comment l'œuvre, au mieux les œuvres, sont présentées sous ce qui est la condition ou les conditions météorologiques de ce qui est l'espace extérieur. Avec les seuls filtres de voilà, une fenêtre à verre simple qui permettent donc à la lumière de traverser l'extérieur de l'intérieur, mais sans aucun élément supplémentaire de filtre ou de contrôle de ce qui est les rayons lumineux. Une série d'images, celles-ci, qui me permettent donc déjà d'ouvrir sur la question du rapport entre l'extérieur et l'intérieur et de vous montrer comment les œuvres, les peintures dans ces cas spécifiques, sont toujours soumises à ce qui est l'atmosphère du contexte extérieur. Il n'y a pas, jusqu'à cette époque-là, une véritable recherche autour de ce qui est là ou les conditions de conservation optimales pour une œuvre pour être exposée. Donc ici, à travers donc, toute une série de peintures, je voudrais donc vous plonger dans cette atmosphère. On voit aussi, par exemple, l'âge d'or flamand dans lequel on peut reconnaître un autre intérieur qui nous fait penser, par exemple, à ce qui est les cabinets des curiosités, ce qui est donc les salons un espace privé du prince ou du noble, qui donc, comme vous les voyez ici, se prête à une discussion autour d'une peinture pour ses proches, ses amis. Et ici, par exemple, un autre cas, celle de la Tribuna degli Uffizi, avec un des espaces les plus importants de ce qui est la Galleria degli Uffizi aujourd'hui, dans lequel on a une exposition de l'œuvre semblable, et dans lesquels, dans ces cas-là, on n'arrive pas, dans cette peinture, à voir ces premières réflexions autour de l'élément de la lanterne, donc de l'arrivée de la lumière par Léo, qui deviendra, dans les prochaines diapos, comme vous le verrez, un sujet de notre première donc, étape dans cette aventure. Je trouve que les films Barry Lyndon de Stanley Kubrick, que je ne suis sûr vous connaissez bien mieux que moi, représentent une étude des cas très intéressante pour nous plonger encore mieux dans ce qui est les contextes de l'exposition de l'œuvre d'art et plus précisément donc les rapports entre l'œuvre et ce qui sont les conditions atmosphériques de l'extérieur. Dans
plusieurs frames, plusieurs scènes de ces films, ce qu'on a devant nous, c'est effectivement une tentative du réalisateur, Stanley Kubrick, de nous plonger avec un degré de vraisemblance extrême dans ce qui étaient les conditions lumineuses de la vie à l'intérieur des espaces, donc de cette noblesse anglaise, et pour ce qui nous concerne, donc les contextes précis de ce qui est l'exposition de l'œuvre, et qui vont, comme vous les voyez, donc de rayons de lumière qui rentrent dans l'espace à partir donc des premières heures de la matinée, jusqu'à donc les désirs de Stanley Kubrick de recréer les effets de lumière d'intérieur, même dans les heures donc de ce qui est la vie, on pourrait dire nocturne. Et dans un cas à l'autre, on voit vivre nos peintures avec ce qui sont, par exemple, les heures de l'aube, avec la lumière froide des premières heures du jour. On voit nos peintures subir aussi, dans certains frames de ces films, les rayons directs des soleils qui donc vont directement sur la toile pour arriver donc à cet effet que je trouve très particulier et aussi parfois un peu oublié à cause de l'arrivée de la lumière artificielle, cette lumière changeante constamment du bougie au débougie à l'intérieur des espaces, dans lesquels vous voyez donc que les œuvres, dans la pénombre, sont en train donc de vivre et donc de nous montrer avec des effets, je trouve, très dramatiques, ce qui est le contenu de l'œuvre. La prochaine étape de cette aventure me semble être la grande aventure de la Grande Galerie du Louvre. Grande Galerie du Louvre, donc, qui est soumise à un grand projet de rénovation dans les années qui l'amènent à devenir donc galerie publique aux périodes de la Révolution française et qui donc amène M. Hubert Robert à concevoir un véritable projet encore révolutionnaire aujourd'hui qui prévoit donc, qui met au centre la question de la lumière. Réponse donnée par M. Robert est celle de la lumière zénithale. Vous voyez donc ici un projet de conception de lanterne qui aurait pu, je dis aurait pu parce qu'il s'agit d'un projet qui n'aboutit pas au moment de sa conception et qui donc aurait permis aux œuvres d'être baignées littéralement d'une lumière particulière, celle qui commence à être considérée comme la lumière la plus bénéfique pour l'œuvre. Donc, on les voit ici dans cette toile, dans cette peinture, dans laquelle donc ces projets vivent encore à l'état de conception. J'aime les mettre en relation avec des autres peintures réalisées toujours par Hubert Robert, qui nous montrent la galerie du Louvre dans ce qu'on pourrait considérer son état des lieux. Donc, on la voit ici dans un effet des lumières, je dirais, probablement aussi accentué par l'auteur il-même pour évidemment créer un contraste fort avec ce qui est déjà à cette époque sa vision pour une nouvelle muséographie, pour une nouvelle exposition de l'œuvre d'art. Ici, donc, on voit la Grande Galerie dans ce qu'on pourrait considérer son état des lieux à l'époque. Donc, on est à la fin du XVIIIe siècle, et à côté aussi, on la voit dans un moment, disons, des travaux, comme vous voyez clairement ici, par les figures qui sont contenues dans la peinture. Donc, si on reste sur cette étude des cas, il me semblait très intéressante de vous montrer les mêmes espaces, donc la même galerie une cinquantaine d'années après. Après aussi, les passages et les projets architecturaux proposés par les architectes de Napoléon Ier, qui, Percé Lafontaine, eux, ils conçoivent et ils aboutissent cette fois-ci à un premier projet qui permet à
au projet de Robert donc d'avoir finalement lieu. Il s'agit d'un projet dont je ne vous propose pas ici d'iconographie et d'image, mais qui est une étape importante et pour comprendre cette première degré d'aboutissement de ces projets d'ouverture des lanternes. Donc il s'agit d'une série de lanternes qui permettent à la lumière zénitale d'arriver à l'intérieur de la salle, de donner donc lumière à toutes les peintures de la galerie, et qui sera malheureusement amené à être remplacé dans les premières décennies du XIXe siècle, à la suite de toute une série de problèmes techniques que ce système de lanternes amène avec eux. Parmi les autres, on a la question des questions très techniques qui ont à faire avec les systèmes d'ouverture et fermeture de ces lanternes. On a aussi des problèmes liés à l'étanchéité. Donc garder évidemment toute une série des éléments dont l'eau à l'extérieur, ce qui à l'époque peut amener une complexité vu la géométrie des lanternes. Et donc on a ici dans ce qui est un dessin de Thomas Allon la représentation de ce qui est l'état des lieux de la galerie du Louvre dans la première moitié du XIXe siècle, dans lequel un système de lumière venant du haut, on pourrait dire, est effectivement mis en place pour substituer le système de Napoléon Ier, mais on a ici un système qui donc fait rentrer la lumière par les ouïes, mais plutôt à travers des ouvertures latérales. La lumière, comme vous le voyez à cette époque, on est la première moitié du XIXe siècle, commence à devenir un véritable facteur central pour des raisons qui ont aussi à faire avec l'effet qu'à partir de ces moments, la peinture ou les peintures ne sont plus un objet, je dirais, réservé à une communauté élitaire, élitiste on dirait, mais deviennent donc un patrimoine de la communauté, un patrimoine public. Parmi les recherches de l'effet de lumière zénitale sur ce qui est l'exposition de l'art, on a aussi des autres projets qui sont pionniers à cette époque, parmi lesquels on a l'Alt Pinakothek de Munich, conçu et inauguré à la moitié du siècle, dans lequel vous pouvez aussi voir ici un système muséographique qui est très semblable à celle qu'on vient de voir à la Galerie du Louvre, mais dans lequel donc on a ici un système effectivement développé et mis en place et plus fonctionnel, semblable à celle qu'on a vue envisagée par Hubert, mais ici réalisée et donc censé devenir un des exemples phares de ce qui est le système illuminotechnique du XIXe siècle. On arrive, si on traverse donc les continents pour aller à l'autre côté de la Manche, on arrive en Angleterre, dans lequel la question de la lumière liée à la question de la culture, à l'espace de l'éducation et donc à l'espace qu'on pourrait définir aujourd'hui bibliothèque et à l'espace de l'art est central. Un des exemples les plus parlants et pertinents, c'est celle conçue par Sidney Schmirke, et il s'agit de la salle de lecture du British Museum à Londres, conçue à la moitié du XIXe siècle, qui nous montre un aboutissement de ce qui est donc un apport des lumières qui couronne donc cet espace, un espace central, l'espace, on le verra ensemble, de la rotonda, et un espace qui commence à devenir un véritable manifeste de l'exposition de l'art au courant du XIXe siècle. Et on a aussi ici combiné à ce qui est l'oculo, donc l'oculus zénital, un élément qui tire de la tradition architecturale à partir, par exemple, de ce qui est l'exemple très connu du Panthéon à Rome et qui est très employé au XIXe siècle et très réinterprété. Donc ici, si on reste sur la même thématique, on peut passer de la question de l'espace de lecture, de l'espace de recherche, encore une fois à l'espace de l'exposition de l'art, avec l'exemple très parlant de la rotonda du musée conçu par Friedrich Schinkel en Allemagne. Il s'agit ici d'un exemple venant de ce qui est toujours la recherche de la première moitié du XIXe siècle.
On a, je crois, un moment qui représente un véritable tournant dans ce qui est notre réflexion autour du rapport entre lumière et espace d'exposition, avec ces, je dirais, véritables manifestes, ces moments de rupture représentés par la conception du Crystal Palace de M. Joseph Parkstone, dans lesquels donc, les espaces techniques et utilitaires de ce qu'en italien j'appellerais la serra, donc les serres, qui donc nécessitent d'un apport des lumières liées à des raisons purement fonctionnelles et qui ont à faire avec évidemment la vie et la survie des plantes y insérées dedans, et qui est ici transposé pour devenir un espace à une échelle évidemment beaucoup plus large et colossale. On rappelle être encore là dans ce qui sera une des premières étapes de cette véritable compétition entre les nations, les grands nationalismes du 19e siècle, qui amènera aussi à cette compétition internationale autour de la thématique de l'exposition internationale universelle. Et là, on a ici donc cet apport des lumières qui devient un apport des lumières total, je pourrais dire, et qui donc pose des nouveaux problèmes à l'espace d'exposition à partir de ce qui est l'élément de filtre, à ce qui est l'élément d'obscuration. Donc on a ici une véritable recherche qui est mise en place et qui a plutôt à faire, dans ces cas, à ce qui est la nécessité de médier, de faire donc médiation à cette lumière totale, la nécessité d'avoir des éléments donc d'obscuration, des éléments de filtre. Et là, par exemple, je trouve que cette série donc des images qui sont diffusées pour promouvoir l'événement international qui est l'exposition proposée par les Royaumes-Unis au Crystal Palace, je pense qu'ils sont des images très parlantes parce que vous voyez comment l'élément de la simèse, dans ces cas des simèses qui sont réduits dans beaucoup des cas à des rideaux, etc., devient un élément qui est presque minoritaire. Donc l'opacité du mur devient un élément de survie pour nous donner la possibilité d'apprécier une œuvre dans un espace qui devient ici lumière totale. Voilà, encore une image qui donc vous plonge complètement dans cette idée de créer des simèses, dans cette idée d'avoir des micro-architectures à l'intérieur d'un grand espace, dans ce qu'aujourd'hui on pourrait considérer un grand hangar quand on pense par exemple à ce qui sont encore aujourd'hui les recherches de ce qui est la muséographie contemporaine. Restons en Angleterre encore pour quelques diapos. Et là, on va vers la deuxième moitié du XXe siècle, dans laquelle désormais l'événement du Crystal Palace amène les architectes et les ingénieurs à une recherche de transfert, de véritables transferts de ce qui sont les potentialités donc du fer, de la fonte et du verre combinés dans la création de ces grandes couvertures, dans ce qui est l'espace muséal parmi les autres. Ici, on a donc l'étude des cas de ce qui est le South Court du South Kensington Museum, l'actuel V&A, dans lequel, si vous voyez la partie haut de cette illustration, on voit comment désormais la grande baie vitrée zénithale, conçue donc à l'aide de cette combinaison entre architecture métallique et verre, devient un élément central dans une architecture qui, elle, dans ces cas-là, ne veut pas s'épargner de ce qui est la décoration typique du 19e siècle, qui touchera aussi de moments plus éclectiques, dans les cas, par exemple, de ce qui est le Natural History Museum, dans lequel on a ici une véritable combinaison entre une décoration, une architecture qui tire de ce qui est la recherche éclectique de la fin du 19e siècle, mais ici, comme vous le voyez, combiné à cette nouvelle idée de lumière qui est en train de se transformer à cette époque dans un élément moral, dans un élément qui devient aussi porteur des caractéristiques qui vont bien au-delà de ce qui est l'appréciation technique de l'œuvre. Ici, la lumière est censée, comme je le disais, devenir
un véritable élément protagoniste lié à ce qui est l'exposition de l'art. Et là, pour nous donner lumière dans cet aussi symbolisme qui a à faire avec, par exemple, la science, la culture et évidemment l'art. Ici, donc, une série de photographies d'époque. On est à la fin du 19e et on est toujours ici. On franchit à nouveau l'autre côté, on franchit encore une fois la Manche, on revient en France et dans cette recherche, je crois que la Grande Galerie des Zoologies représente un autre exemple important de cette recherche. Eh bien, le temps est peu à disposition ce soir, donc je dois franchir les siècles et vous amener directement dans les 20e. Si on reste sur les premières décennies du 20e, je crois que la Secessione viennese, avec les recherches de l'architecte Otto Wagner, sont très parlantes pour ce qui deviendra l'espace de l'exposition de l'art autour des préoccupations de l'architecture moderne. Ici, comme vous le voyez, on est plutôt dans un siège lié à ce qui est l'espace de la poste. On est dans un grand bureau de poste et pourtant, la question de la lumière y est protagoniste. Je vous le montre car je trouve que dans les exemples suivants, on pourrait aussi reconnaître des transferts importants de ce qui a été la recherche de Wagner. Et dans cet espace, on voit comment la lumière est censée devenir plafond, tout simplement. Donc ici, la recherche nous amène aussi sur l'idée d'une lumière comme surface rayonnante. Et un autre élément d'intérêt, c'est désormais la question je dirais, du filtre. Comment on arrive à filtrer la lumière. La recherche autour du brique de verre, employé ici, je le rappelle, on est au tout début du XXe siècle, amènera à des recherches qui seront aussi menées à bien en France par des acteurs comme M. Bivogé ou bien comme Pierre Charot, qui donneront naissance à un des exemples les plus célèbres de l'architecture des pionniers de la préfabrication métallique, comme est la Maison des Verres à Paris, si vous connaissez ces projets. Restons néanmoins sur la question de l'espace de l'art, et donc prenons le temps pour présenter aussi la recherche de Le Corbusier autour de ce thème. Je pense qu'un des moments architecturaux les plus intéressants pour commencer ces réflexions quand on parle de Le Corbusier, de la lumière et de l'espace de l'art est un projet qui n'a pas eu lieu, c'est le projet du Mondaneum, ou bien le musée mondial, développé par Le Corbusier à la fin des années 20, une grande complexe qui naît dans le contexte de cette idée de la Société des Nations, qui naît dans un contexte donc d'un dialogue nécessaire dans l'après-guerre, dans les premiers après-guerre, et qui donne naissance dans l'imaginaire de Le Corbusier à un centre, je dirais, ou à une véritable ville dédiée à ce qui sont les différentes composantes du savoir et aux différentes composantes de la culture. À l'intérieur de ces complexes, il y a les musées mondiaux, que Le Corbusier, et on les voit ici dans cette image, c'est nécessaire pour moi de vous l'indiquer, car ici vous voyez il y a plusieurs, alors si j'arrive, portez patience, non, je n'y arrive pas, mais je vous l'indique, c'est les complexes que vous voyez à la gauche de cette image, donc cette espèce de grande ziggurat contemporaine, à l'intérieur de laquelle Le Corbusier mène sa réflexion autour de quel est l'espace pour exposer l'art de la société humaine, à partir de l'art primitif jusqu'à l'art contemporain. Et c'est une idée sur laquelle je me permettrai de revenir dans nos prochaines rencontres, car on restera toujours sur la question des musées, mais on devra aussi se plonger sur la question de l'espace et de la circulation. Je ne pourrais pas le faire sans revenir sur ces projets. Et pourtant, ici, si on parle des lumières, et peut-être je passe à la diapo suivante, on a donc un espace dans lequel Le Corbusier réfléchit à l'idée d'arrêter avec
l'idée d'une séquence des salles. Il décide d'arrêter avec l'idée d'une composition beaux-arts dans lesquelles disposer différentes galeries, soit-il parallèles, soit-il dans différents ailes d'un palais, et il pense de rassembler, d'unifier l'espace dédié à l'exposition de l'art dans une seule galerie, censée donc faire un parcours à spirale, ici particulièrement un parcours à spirale carré qui se développe sur la 3e dimension. Eh bien, qu'est-ce qui est né alors dans cette configuration-là de baies vitrées qu'on a vues à partir du début de notre histoire, dans lesquelles on avait des grandes baies vitrées latérales? Qu'est-ce que c'est ici de l'idée de la lanterne qu'on a vu apparaître en séquence, par exemple, dans la galerie du Louvre? Eh bien, dans ce projet de ziggurat, ce que vous voyez être la surface supérieure de cette seule et unique galerie continue à croissance illimitée, comme la définira Le Corbusier, on a un ruban de lumière zénithale qui donc couvre cette galerie et permet à la lumière, tamisée, contrôlée, grâce à ce qui commence à partir de ces moments à être les dispositifs pour le contrôle de la lumière et la combinaison avec la lumière artificielle qui donc rentre sur la scène et qui commence à devenir un élément à considérer dans ce qu'est l'exposition de l'art, eh bien, on retrouve cette ruban qui donc va poursuivre tous les parcours de notre ziggurat. Le Corbusier conçoit ses projets pour une première destination, on l'a vu, celle-ci, celle du Mondaneum, mais il s'agit d'un véritable prototype avec lequel Les Corbusier, qui accompagnera Les Corbusier pour toute sa carrière, hein, jusqu'à les 1965. Un des derniers projets sur lesquels Les Corbusier travaillent au moment de sa mort, je le rappelle, 1965, est précisément les musées des croissances illimitées, que vous voyez ici, dont on vient de parler, et qui connaîtra beaucoup des étapes d'évolution des différentes tentatives, donc d'être réalisées pour des différents commandataires, pour devenir, dans sa forme finale, les soi-dit musées du XXe siècle, qui auraient dû prendre la place du Grand Palais, mener à la destruction du Grand Palais, remplacer les Grands Palais pour s'y installer avec une configuration qui n'est plus celle du ziggurat, mais plutôt, comme vous voyez ici, celle d'une plateforme basse dans laquelle cette galerie continue à spirale, donc née dans une salle centrale, et après se développe sur son périmètre et pourrait donc potentiellement suivre pour les futures générations l'exposition de l'art contemporain, tout simplement, comme vous les voyez dans ces dessins, donc en continuant ces développements à donc spirale, à périmètre carré. Et notre lumière, évidemment, selon un système qui est standardisé, aurait pu suivre sans changement, sans des grandes modifications, mais tout simplement, donc, en poursuivant ces parcours potentiellement à l'infini, dont les noms donc de musées à croissance illimitée. Donc vous voyez ici donc notre ruban, donc qui, à partir de cette salle centrale, après est censé continuer son parcours et donc progresser dans cette galerie à croissance illimitée, dans laquelle je ne peux pas m'attarder sur tous les éléments de la modernité insérés dans ces projets par Les Corbusier, mais disons, nommant au moins ces composantes par mots-clés, c'est la standardisation, c'est donc l'aide des éléments préfabriqués, c'est l'idée donc d'une architecture faite donc pour être mise en place à travers un processus qui soit rapide, intuitif, mené à bien par des ouvriers non spécialisés, et avec aussi des avantages que Les Corbusier n'avaient pas trop d'embarras de mettre à l'avance, qui sont aussi de questions liées au coût du projet et donc à l'économie. Ici, vous voyez donc ces projets dans une de ces multiples versions, dans une maquette, vous les voyez ici. Et ici, voilà, c'est pour mieux expliquer ce concept, en vous montrant une perspective
conçu par une équipe de mes étudiants en licence à l'école d'architecture de Saint-Étienne, qui en 2024, eux, ils devaient se plonger un peu sur l'analyse de ces projets, et dans cette vision, je crois, peut être très instructive pour vous donner l'idée de l'espace central et de ceux qui sont donc coupés, comme vous le voyez ici, ce qui est la galerie, qui est donc coupée sur plusieurs partie de son parcours, mais c'est une perspective que je vous montre, perspective coupe, pour aussi vous montrer les dispositifs sophistiqués qui a été conçu par Le Corbusier pour non pas simplement amener la lumière dans la salle, mais aussi pour la contrôler et donc baisser ce qui est l'apport des lumières à travers un système de réfraction que vous voyez ici, à travers un système, donc vous voyez ici avec cette iconique ligne courbe, à travers donc ces lanternes qui permet à la lumière d'arriver après donc avoir été réfractée. Comment parler de la question de la lumière sans s'attarder sur un autre étude de cas de ce qui est l'architecture moderne, c'est-à-dire les musées que Frank Lloyd Wright conçoit, sur lesquels Wright en réalité se penche pour une grande partie de sa carrière, à New York, aux États-Unis. L'histoire de ces musées, il s'agit du Guggenheim Museum de New York, est une histoire très turbulente, si je pourrais dire comme ça en français, une histoire longue, une histoire complexe, et donc riche de vicissitudes qui amènent Wright à une véritable aventure qui durera pour multiples décennies. C'est une histoire qui commence avec l'idée d'un projet qui rassemble beaucoup les mondanéums de Le Corbusier. Plusieurs chercheurs et chercheuses se sont aussi plongés sur l'interrogatif de quelle était finalement la connaissance mutuelle que ces deux messieurs avaient de ces deux projets. C'est-à-dire à la question que plusieurs chercheurs se sont posés, avait à faire avec la connaissance que Frank Lloyd Wright aurait pu avoir du projet non abouti du Mondaneum de Le Corbusier, les projets, je vous les rappelle, avec la configuration à ziggurat, car c'est précisément sur cette configuration à ziggurat qui est située la genèse du projet de ce qui deviendra après le Guggenheim Museum de New York. Donc un projet qui est mené à changer à plusieurs reprises sa configuration et que moi je vous montre ici à partir de la fin de cette histoire. Donc à partir de ce qui est disons, la réalité du projet bâti, inauguré en 1959 sauf erreur, et qui donc a été conçu, comme je vous le disais, sur un très très long terme. Ici on voit donc encore une fois la centralité d'une question qui nous accompagnera dans notre prochaine rencontre, celle de la circulation. Donc je serai obligé en tout cas à revenir sur ça. Mais vous voyez donc les heures ici apparemment baignées de lumière. On soupçonne en regardant dans la partie haute de cette belle photographie l'existence donc d'une série de, je dirais, d'un autre ruban de lumière. Un ruban de lumière qui accompagne donc tout notre parcours, cette fois-ci donc une spirale, je dirais troncoconique à cône renversé dans cette configuration donc qui a rendu si iconique donc l'image du musée du Guggenheim. Mais c'est autour de cette lanterne, en réalité, qui se creuse, se cache une histoire fascinante qui a précisément à faire avec la question de l'exposition de l'œuvre. Comme vous le voyez ici dans certains de dessins préparatoires qui ont accompagné cette histoire complexe, on voit donc déjà une phase qui se rapproche à ce qui est la genèse de ces projets, dans lesquels on voit donc cette ziggurat devenir une véritable cône tronqué, je dirais, et dans lesquels on soupçonne donc l'existence de cette ruban des lumières, qui donc s'approcherait, j'utilise les conditionnels, à ce qu'on vient de voir avec les mondanéums de Le Corbusier. Et pourtant, c'est là qu'il se trouve une grande distance abyssale parmi les deux projets, parce que l'objectif de Frank Lloyd Wright
une autre personne comme Le Corbusier est très proche à l'art, mais plongé dans une ambiance avec des références qui ont beaucoup plus à faire avec ce qui est le landscape américain, donc les paysages américains, à ce qui sont des références liées aussi à l'art romantique, et donc des références qui tirent directement de la fin du 19e siècle, amène Frank Lloyd Wright à concevoir cette ruban de lumière avec des objectifs qui sont totalement à l'opposé de celle qui est la lumière hygiénique, à ce qui est la lumière clinique, technique, utilitaire, avec lesquelles Le Corbusier a envie de vous montrer l'œuvre d'art. Car ici, Frank Lloyd Wright a envie de vous plonger dans un espace autre, qui n'est pas celle, donc, de la pièce blanche de Le Corbusier, mais plutôt celle dans laquelle l'œuvre d'art, selon Frank Lloyd Wright, a eu sa naissance. Il s'agit pour Frank Lloyd Wright, pour mieux m'expliquer, de faire une réflexion autour des conditions dans lesquelles une œuvre se conçoit. Dans l'atelier d'un peintre, dans lesquelles on pourrait, donc dans les meilleurs des cas, penser à des grandes baies vitrées, orientées sur la lumière froide, mais plus harmonisée du nord, et soumis dans sa conception, dans sa création, à ce qui sont toutes les différences de facteurs météorologiques extérieurs. La lumière, l'ombre, l'aube, le midi, l'après-midi, la soirée, la nuit. Et c'est avec cette réflexion donc Frank Lloyd Wright se convainc que cet roman devrait plonger l'œuvre de la collection de la famille Guggenheim sous ces mêmes conditions, car il est né convaincu, ces mêmes œuvres ne sont pas nées forcément sous la révélation de la lumière électrique, de la lumière artificielle, mais sont nées aussi sous les conditions variables, donc de l'atelier des artistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il faut aussi se rappeler de quel est le contenu qu'est la famille Guggenheim. Les contenus, c'est-à-dire aussi quelle est la nature des œuvres que la famille Guggenheim a envie d'exposer. Ici, j'ai fait référence par exemple à ce qui est la première grande vague de l'art abstrait, par exemple. Et donc ici, on arrive à voir les dispositifs dans la coupe du Guggenheim Museum que Frank Lloyd Wright conçoit pour obtenir cette lumière changeante, cette lumière variable. Un système, que je le souligne, a envie de profiter de ce qui est l'apport des lumières naturelles. Dans une époque, celle de la première moitié du XXe siècle, dans laquelle, désormais, la lumière artificielle a fait son entrée. Un système que Frank Lloyd Wright arrive à réaliser, au mieux que ses collaborateurs arrivent à mener à bien, car le musée est inauguré après la mort du maître, et une histoire qui connaît aussi un tournant important, car les premiers conservateurs qui prennent donc en charge l'histoire et l'aventure du Guggenheim Museum décidera donc de remettre en question ces dispositifs et donc de les dénaturer avec l'introduction d'un système d'éclairage artificiel inséré dans cette ruban qui aurait dû fonctionner uniquement sur un système de lumière naturelle et qui donc en réalité change et dénature complètement ce qui était l'âme muséographique que Frank Lloyd Wright avait imaginé pour l'œuvre d'art. Même si on reviendra sur la question, je ne peux pas m'empêcher aussi de vous anticiper comment ce qui est la courbe, l'inclinaison, au mieux, l'inclinaison de cet musée que vous voyez ici, n'est pas une préoccupation purement formaliste, plastique, mais, encore une fois, revient au même principe, celle de montrer l'œuvre, non pas à la verticale, mais plutôt selon la même inclinaison, selon laquelle, selon l'idée toujours de Frank Lloyd Wright, du maître, l'œuvre était conçue, était peinte au moment de sa conception dans les cadres de l'atelier de l'artiste.
Comment ne pas parler aussi du troisième grand maître de ce qui est l'architecture moderne, de ce qui est censé après devenir le soi-dit international style, c'est-à-dire Mies van der Rohe. Dans le cas de Mies van der Rohe, la question de la lumière a affaire directement aussi avec une autre composante, qui ne peut pas être détachée de celle de la lumière qui rentre dans l'espace, c'est-à-dire celle du paysage. La question du paysage accompagne Mies van der Rohe à partir de ses premiers projets. Alors, je regarde juste, voilà, j'aurais dû commencer par ici, car dans ses premiers projets, c'est-à-dire ici, je vous montre un peu, comment dire, un peu en pilule, les passages les plus importants d'un des premiers projets qui a rendu célèbre, ou en tout cas a rendu connu Mies van der Rohe. Il s'agit du projet d'un gratte-ciel jamais réalisé pour la ville de Berlin, une ville qui à l'époque donc venait de connaître cette nouvelle compétition à l'auteur en architecture donc qui allait vers la verticale. Et c'est un projet qui est conçu autour de la préoccupation de la lumière, autour de la préoccupation des reflets, au point que ces composantes, la lumière, deviennent l'élément central d'un processus créatif. C'est elle qui crée l'architecture. C'est elle qui façonne l'architecture. Et c'est précisément sur des questions liées à la réfraction, à la réflexion, à la lumière en soi, qui naît aussi la géométrie de ces projets. Sa première version que vous voyez dans l'image plus petite vers la gauche de la diapo, et dans la version finale, même si les projets, comme vous le disiez, restent non réalisé, et qui est donc censé donc créer des effets particuliers des réflexions, et censé créer aussi des rapports particuliers entre ce qui est l'enveloppe de l'architecture et l'extérieur de la ville. Donc un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur via la surface de l'enveloppe, via les verres, via la lumière, qui devient véritablement les cœurs de la conception architecturale de Mies van der Rohe, si je peux me permettre de dire ça. Donc, à partir de cette prémisse, je me plonge sur un des projets les plus connus de Mies van der Rohe, c'est-à-dire celle du pavillon, soit dit pavillon de Barcelone, un pavillon qui est censé pas être ni une maison, ni un prototype de maison, mais plutôt un pavillon de réception. Et pourtant, dans sa nature de pavillon de réception, on y trouve aussi une série de sculptures et donc on peut, à partir de ces projets, commencer notre réflexion autour de la préoccupation de la lumière dans l'architecture de Mies van der Rohe liée à la question de l'exposition de l'art. Comme je vous le disais ici, la lumière se combine avec la question d'un paysage qui pour Mies van der Rohe, dans ses premiers projets européens, on est encore avant les départs de Mies van der Rohe vers l'autre Atlantique, donc vers les États-Unis, un moment dans lequel le paysage est toujours un paysage contrôlé et maîtrisé par l'architecture, par des murs qui ne sont plus murs, mais qui deviennent surface et écran, qui deviennent autre chose grâce à leur matérialité, noble, riche, recherchée. Et donc, vous voyez ici, dans ces images en particulier, je trouve cet rapport particulier que Mies van der Rohe a envie d'établir avec l'extérieur, avec la lumière, toujours dans ces périmètres contrôlés grâce à l'élément du mur, qui n'est plus un élément d'intérieur, qui n'est plus un élément définissant la pièce parce que Mies van der Rohe a détruit la pièce, mais qui devient plutôt un nouveau élément composant l'espace. Dans cet dialogue puissant et fort entre intérieur et extérieur contrôlé. Et pourtant, dans les moments centraux qui intéressent la carrière de Mies van der Rohe et qui les voient donc expatriés vers les États-Unis, on a aussi une recherche qui nous amène à une véritable évolution. Ici, je vous propose un projet non réalisé que Mies van der Rohe présente, si je ne me trompe pas, à la rédaction de la revue américaine The Architectural Forum. Il s'agit d'un projet imaginé pour un musée d'une petite ville, et dans lequel, donc, vous voyez les mêmes prémices, c'est-à-dire celle de la destruction de la pièce,
celle de la transformation du mur en écran, appliquée à ce qui est la destination d'usage musée. On peut y retrouver encore une fois les rapports entre un intérieur et un extérieur, qui, comme vous voyez, est toujours périmétré par des écrans, et dans lesquels donc, la lumière devient donc, élément de médiation entre cet intérieur et extérieur contrôlé. On les voit ici dans un des plus célèbres collages qui accompagnent ces mêmes projets, cette idée d'un espace qui devient un espace flexible, vide, et qui donc franchit vers un extérieur qui, à partir de ces moments-là, par contre, dans ce passage entre les Miss Van der Rohe européens et les Miss Van der Rohe américains, commence le paysage à devenir non plus un paysage contrôlé, périmétré, mais commence à avoir un rapport direct avec ce qui est les paysages américains, l'idée de la frontière, l'idée d'un paysage qui ne peut plus être contrôlé, celle des États-Unis, celle de la frontière, celle de l'Amérique. Et précisément en regardant cette collage, on commence à voir comme dans l'au-delà, il n'y a plus donc un jardin périmétré, mais commence donc à y avoir un véritable paysage plus sauvage et qui, ça va sentir un rapport puissant avec ce qui est l'arrivée des Miss Van der Rohe aux États-Unis. Un Miss Van der Rohe qui nous présente aussi celles qui désormais sont les potentialités d'une réduction d'une architecture qui travaille beaucoup avec les vides. Dans cette image très célèbre dans laquelle on voit Miss Van der Rohe s'approprier d'une usine conçue par un des grands maîtres de l'architecture utilitaire américaine, qui c'est Albert Kahn, et dans lequel on voit comment les musées sont en train de se réduire à une série d'écrans légers, suspendus. Donc après la destruction du mur, dans sa nature opaque, dans sa nature lourde, etc., on voit désormais que même cet écran est en train de perdre, même cette surface riche qu'il possédait encore dans les pavillons de Barcelone, quand ils étaient encore matière, quand il était encore pierre, même s'il était revêtement, et là, on les voit devenir ensemble, donc surface suspendue, légère, qui flotte dans l'espace, et qui donc va créer des véritables rapports nouveaux avec ce qui est l'extérieur et ce qui est la lumière. Donc un parcours, celle qui nous amène jusqu'à un des projets, on pourrait dire, de la fin de la carrière de Miss Van der Rohe, celle de la Neo National Gallery, dans lequel on voit donc ici encore une fois la préoccupation entre l'intérieur et l'extérieur, et une préoccupation qui, en tout cas, rend compliqué pour Miss Van der Rohe de concevoir des systèmes de filtres de lumière. Car ici, les rapports et la problématique, c'est toujours celle de rapprocher les visiteurs, de rapprocher la toile avec l'extérieur. Et donc, une lumière qui, elle, en tant qu'élément, oui, protagoniste, ne peut pas être médiée, ne peut pas être filtrée, mais donc, on la voit ici, rentrer en toute puissance dans l'espace intérieur. Louis Kahn, il est aussi un autre acteur central dans ce qui est notre préoccupation ce soir. J'ai décidé de vous le présenter via un des projets qui est le plus probablement étudié quand on parle de la question de la lumière et quand on parle de la question du musée. Il s'agit du Kimbell Art Museum, un projet qui, lui, a été conçu dans la deuxième moitié des années 60 et qui, plus récemment, a vu aussi une extension importante dont j'ai décidé de ne pas vous parler, mais que je tiens quand même à vous nommer, une extension via un pavillon nouveau qui a été conçu, lui, par l'architecte italien Renzo Piano, sur lequel on va revenir dans un instant. Eh bien, ici, Kahn donc nous accompagne dans une réflexion qui fait de la lumière une véritable composante de l'architecture. Ici, la lumière est presque matière. La préoccupation de Louis Kahn, après une carrière qu'il a menée à étudier ce qui est l'architecture ancienne, l'architecture romaine, ce qui est les effets de chiaroscuro, je dirais, qui est une architecture comme celle romaine,
nous montre encore aujourd'hui via ses ruines et qui a très impacté spirituellement ce qui est la conception architecturale et la vision de l'architecture des Wiccans, eh bien, c'est une architecture selkanienne qui travaille beaucoup avec les bétons armés, et dans lesquels on voit la lumière se transformer dans un véritable objet physique, une véritable matière, je dirais, et qui, dans les grandes voûtes du Kimble Art Museum, donc rentre dans l'espace à travers un système sophistiqué qui l'amène à l'intérieur via donc cet élément qui court et qui longe toute la galerie pour donner à l'espace intérieur une lumière homogène qui, elle, par contre, comme dans le cas de Frank Lloyd Wright, peut vivre de ce qui est donc l'effet changeant de la condition météorologique extérieure. Système qui, là aussi, a été retravaillé, il faut bien les préciser, et ce qui a amené aussi à l'introduction, comme vous le voyez déjà dans cette image, aussi à un complément des lumières artificielles, je les appellerai banalement des spots, qui donc dénaturent d'une façon ou de l'autre ce qui était l'idée du maître aussi dans ces cas. J'aimerais, à partir des années 60, car vous voyez, nous, là, on est en train de parcourir et de franchir des décennies, mais même des siècles, très rapidement, on arrive dans une époque dans laquelle les croisements entre les arts performatifs, les croisements entre les nouvelles avant-gardes artistiques et l'architecture se font de plus en plus importantes. On est dans une époque dans laquelle la technologie avance. On n'est pas simplement ici de parler plus de lumière artificielle. Ici, on est véritablement en train de parler des hautes technologies. Et dans ce dialogue puissant que les hautes technologies commencent à établir avec l'architecture, on a des véritables manifestes d'un type d'espace dans lequel architecture, lumière, musique commencent à donner lieu à des expériences véritablement d'avant-garde. Pour essayer de vous plonger dans cet débat, j'ai décidé de vous montrer un projet qui est peu connu par rapport à la majorité des exemples phares qui ont fait l'objet de cette première partie des présentations. Il s'agit du Pepsi Pavilion. Il s'agit déjà ici de franchir ce qui est l'idée d'une architecture permanente, censée donc accompagner la société humaine pour des centaines d'années. Là, on est plutôt sur une idée d'une architecture qui devient éphémère, qui devient fait temporaire, qui devient fait montable et démontable pour une société qui, elle aussi, a un nouveau rythme. Et donc, une architecture qui doit la suivre dans cette nouvelle vitesse. Eh bien, le Pepsi Pavilion est un projet conçu pour l'exposition universelle de Osaka, ce qui m'amène à sourire car on a vu comment notre grande aventure autour de cette question de la lumière, elle là aussi avait commencé en passant sur cette étape obligatoire qui était les Crystal Palace. Et donc là, 120 années après, je vous replonge dans ce qui est l'idée de l'exposition universelle. Mais on est plutôt au Japon et on est dans un projet qui est conçu non pas par un architecte ou une architecte, mais plutôt par un team, une équipe qui s'appelle Experiments in Art and Technology et qui dirigée par un ingénieur, figurez-vous, qui s'appelle Billy Clover, ingénieur américain, et qui pilote une équipe transdisciplinaire qui, elle, contient des artistes, des musiciens, des scientifiques, des ingénieurs, et évidemment des architectes. Pour ce qui concerne la composante architecte, il faut nommer un team, une petite équipe de jeunes architectes qui, à l'époque, sont en train de développer des projets en Californie. Il s'agit de Mike Davis, Alan Stanton et Chris Dawson, 3 architectes qui sont censés devenir une partie centrale de l'équipe qui participera à la naissance du Centre Pompidou de Paris.
Et donc, ces jeunes architectes, travaillant avec des ingénieurs, des musiciens, des ingénieurs de son, des directeurs d'orchestre, des danseurs, etc., ils définissent un espace qu'on voit ici, qui est à l'intérieur. Il s'agit d'une véritable coupole, une coupole à double couche, qui est un revêtement intérieur avec un matériel qui s'appelle mylar, un mylar réfléchissante, que les jeunes architectes détectent et découvrent via des ballons aérostatiques qui à l'époque sont utilisés par des sociétés de relevés météorologiques et qui décident de transposer donc à la destination d'usage d'un véritable espace polyvalent dans ce pavillon, à l'intérieur duquel il conçoit une programmation hétérogène, différente, mais dans laquelle notre lumière est protagoniste, car à travers des lasers, à travers des néons, à travers du brouillard artificiel et à travers des véritables jeux de lumière, cette fois-ci contrôlés par l'ordinateur, on définit un véritable espace dans lequel on perd n'importe quel repère. L'idée d'utiliser les millars permet donc, selon une courbe précise, d'avoir même une déformation de ce qui est la vision du périmètre, qui nous donne donc un reflet dans lequel les figures et toutes les lumières qui sont donc lancées dans l'espace sont reflétées d'une façon donc complètement, je dirais, non ordinaire, comme vous voyez ici. Et donc ici, lumière devient non pas simplement un média pour la monstration de l'œuvre, mais devient plutôt un générateur de l'œuvre elle-même. Si on reste sur les années 60, j'aimerais bien aussi toucher un mot sur ce qui est un de mes projets qui est plus cher, les Centres Pompidou de Paris, qui lui est les résultats d'une recherche menée par deux jeunes architectes à l'époque, deux architectes trentenaires. Il s'agit du jeune Renzo Piano, architecte italien qui se préoccupe de la lumière, car pour lui l'architecture est lumière et est légèreté. Et cette binôme l'amène donc à expérimenter des abris légers, donc des couvertures légères, en polyester renforcé. Pourquoi les polyesters renforcés? Cet matériau donc qui commence à être exploité par l'architecture dans la seconde moitié des années 60, mais en réalité, disons plus généralement dans l'après-guerre, un matériau qui intéresse Renzo Piano, parce que si l'architecture est lumière, alors l'enveloppe de cette architecture doit permettre à la lumière de vivre et doit permettre à la lumière d'arriver dans l'intérieur. Et donc les polyesters renforcés, pour sa nature translucide, devient donc un des éléments phares de cette première expérience de Renzo Piano. Ici, on voit des semblables-abris, des dépôts industriels, les premiers projets qu'un jeune Renzo Piano conçoit à l'âge d'à peu près 25 ans, une industrie dédiée à la production du bois, des éléments chaînes, des couvertures pour l'industrie de la grande entreprise Olivetti. Et ces recherches, ne vous inquiétez pas, nous amènent vite à la question de l'espace de la monstration de l'œuvre d'art, car en 1971, quelques mois avant la conception du projet de concours pour les futurs Centres Pompidou, Piano et Rogers, ils s'associent ensemble pour participer au concours de la Burrell Gallery à Glasgow. Il s'agit d'une galerie d'art pour l'armateur Burrell, qui a une collection éclectique qui va des objets comme des pots pour arriver jusqu'à des armures médiévales en passant par des peintures, donc une collection très éclectique pour lesquelles Piano et Rogers proposent un conteneur discret, neutralisé, banal, une boîte couvert par une structure spatiale en métal, mais l'élément qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est les véritables dispositifs sophistiqués que les architectes conçoivent pour la filtration de la lumière. On a donc un élément qui s'appelle Orcalux, que ces deux jeunes architectes découvrent sur des brochures allemandes. Il s'agit d'un panneau sandwich composé par des microtubes qui permet, à très petite échelle, qui permet à la lumière donc de rentrer, donc de franchir l'enveloppe, mais donc d'arriver vers l'intérieur tamisé, sans ce qui est donc les classiques effets
donc d'ombre directe ou de lumière directe créée par exemple par un enveloppe inversable. Et il s'agit d'un système qui est encore plus, comment dire, façonné grâce à la disposition vers les côtés extérieurs, comme vous voyez dans cette belle collage réalisé par l'architecte, par l'insertion d'une double enveloppe, une enveloppe extérieure, un panneau miroir, sur lesquels les architectes proposent aussi un ultérieur degré donc de ce qui peut devenir une enveloppe, de ce qui peut devenir la lumière à travers ces dispositifs technologiques. Ils proposent aussi des dispositifs d'art optique. C'est-à-dire, imaginez par exemple ce qui pourrait devenir une enveloppe du musée si associé à ceux qui sont par exemple des artistes tels que Victor Vasarely, Jacob Agam, etc. Donc à ces moments-là, les architectes sont en dialogue avec un artiste italo-anglais, Monsieur Salvadori, qui est un artiste d'art optique et qui donc s'associe à ces projets et qui permettent aux architectes d'imaginer une enveloppe non pas simplement capable donc de filtrer la lumière, mais aussi de devenir un dispositif artistique pour ce qui est le contexte, qui est les parcs Pollock dans la ville de Glasgow. Cette recherche sur ce qui pourrait être l'enveloppe, non pas simplement un élément donc pour garder les chauds ou les froids à l'intérieur ou à l'extérieur, non pas simplement un élément pour mesurer l'apport de lumière, mais un véritable dispositif technologique. Il s'agit d'une recherche que quelques mois après, Piana et Rogers poursuit dans les projets de ce qui deviendra le Centre Pompidou de Paris, que vous voyez ici dans un des premiers croquis que j'avais montré il y a 2 ans, donc sur lesquels je ne peux pas me permettre de trop m'attarder, mais que dans ce qui est donc la petite phrase anglaise écrite par Richard Rogers, nous permet donc de se plonger dans cette question d'une enveloppe technologique, Slanting Screen for Information. Donc une enveloppe qui devient ici non pas simplement élément pour le filtrage de la lumière, non pas simplement élément de protection de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi un véritable palimpseste pour la transmission de l'information et de la contre-culture. Avec des éléments de référence pour les architectes qui sont celles américains de Times Square aux États-Unis, avec les effets des lumières qui commencent à se diffuser dans un Japon qui a envie donc de franchir ce qui sont les nouveaux limites de ce qui est l'art lumineuse, etc. On les voit ici, les rues de Osaka à l'époque de l'exposition universelle et les jeux des lumières qui sont donc un peu, qui font la une dans les soirées de cette exposition. L'idée de faire de l'enveloppe d'un espace d'art un véritable élément communicant ne peut pas se mettre en place sans l'apport au moins conceptuel de ce qui sont les recherches du groupe anglais Archigram, qui quelques années auparavant avait déjà montré qu'est-ce que sont les potentialités de l'art, de l'équipement, je dirais, audiovisuel, en pensant amener l'intensité métropolitaine où la ville n'existe pas, la campagne, via donc des véritables dirigibles en italien, des Zeppelin, en allemand, équipés avec, vous les voyez, ces systèmes d'écran audiovisuel. Et voici donc, dans le cas de Centre Pompidou, cette enveloppe qui devient donc une enveloppe technologique spéciale sur laquelle vous voyez donc une façade vitrée avec une finition spéciale miroir. On va voir juste après quels sont les effets que les architectes veulent créer pour dialoguer avec la ville et sur lesquels, donc vers l'extérieur, sur certaines parties de la façade donnant sur la piazza, sont affichés des équipements audiovisuels pour transformer les Centres Pompidou en soit-dit Live Center for Information. Et voici donc la reconstitution de la maquette de concours de Piana et Rogers qui a été rendue possible par 2 étudiants, Jasmine et Aristide, qui ont travaillé avec moi à l'école de Saint-Étienne en 2024 et qui donc ont reproposé une facsimilé de la maquette de concours pour vous montrer que l'enveloppe ici est aussi un élément pour dialoguer avec la ville.
donc un enveloppe miroir qui voulait non pas transformer les Centres Pompidou dans un ovni pour défigurer la ville, comme beaucoup de détracteurs l'ont décrit, mais plutôt une série de plateformes, une infrastructure urbaine censée disparaître derrière des miroirs capables de réfléchir la ville sur la ville. Une maquette donc, de l'époque successive, la toute deuxième maquette de concours qui nous montre donc cet effet complexe d'une façade qui se voulait transparente, qui se voulait réfléchissante, qui se voulait miroir, qui se voulait palimpseste d'information et qui donc, évidemment, à cette époque-là, les architectes n'arrivaient pas à contrôler, car eux-mêmes avaient des difficultés technologiques, conceptuelles, budgétaires pour la mettre en place. Un projet qui a évolué, et donc un enveloppe qui a aussi évolué avec, mais dans lequel on voit encore cet constant désir de faire de l'enveloppe un véritable élément rhétorique, un élément didactique. Je vous montre cette phase intermédiaire du projet, car ici, la lumière est protagoniste aussi des espaces d'exposition, notamment ce qui est aujourd'hui le 6e étage, donc un espace qui ne bénéficie pas des lumières zénithales, devait par contre, dans cette version-là, en bénéficier, car les musées étaient dans cette phase intermédiaire des projets disposés dans les toutes dernières 2 étages, que vous voyez être conçus comme des véritables, je dirais, coques transparentes, translucides, pour rendre donc les musées un véritable espace baigné de lumière, comme l'a été, par exemple, la Maison des Verts, une référence cruciale pour Richard Rogers dans sa jeunesse. Et là aussi, après l'expérience de la Burrell Gallery, avec cette tentative de transformer l'enveloppe dans un espace, dans une surface pour l'art, eh bien, les Centres Pompidou suit. Parce que dans une version donc, non définitive du projet, on voit comment certains dispositifs tirés directement du dialogue que les architectes établissent avec des artistes de l'art optique comme Vasarely, on voit comment donc l'art optique commence à conquérir la façade pour rendre l'enveloppe du Centre Pompidou un fait qui va bien au-delà de celle qui est donc les filtrages ou l'apport des lumières vers l'intérieur. Mais lumières qui, donc, en s'attardant sur la surface de l'enveloppe, deviennent moteurs, elles aussi, pour la création des effets lumineux de ce qui est l'art optique, rendant donc les Centres Pompidou une véritable lanterne magique capable donc de changer de couleur, changer d'aspect, changer de visage, grâce précisément à l'apport des lumières sur la surface optique. Donc ici, j'ai sorti des archives quelques petits croquis dans lesquels vous voyez en toute beauté donc la partie centrale de la façade. Figurez-vous, ici il s'agit de la façade technique, parce qu'elle, de l'autre côté aussi, que vous connaissez aujourd'hui comme en étant un des éléments les plus iconiques du centre, avec tous les entrailles qui ont été sortis pour rendre fonctionnel et libre l'espace intérieur. Et ici, donc dans une phase non définitive, les architectes et les artistes qui pensent de rendre cette façade, elle aussi, une véritable œuvre d'art à l'échelle architecturale, avec des zones à effet optique dus aux ascenseurs, des journaux lumineux pour les voitures décalées, des zones à effet optical art verticaux, voilà, et latéraux. Donc une magie. Fermons les yeux et essayons d'imaginer les Centres Pompidou comme ça. Et là, un autre dessin de cette phase intermédiaire dans lequel vous voyez, donc ici par exemple, un élément d'art optique qui prend sa place à côté des écrans et donc surcharge encore plus les Centres Pompidou, car lui, il voulait être machine communicante. Et après, peut-être une petite larme qui pourrait donc descendre de notre joue quand on voit, bon, c'est quand même un bâtiment que j'aime, mais peut-être qu'après cette petite digression sur ce que les centres auraient pu être et son enveloppe aussi, aujourd'hui, donc, la façade, comme elle se présente aujourd'hui, un projet qui est, pour ce qui concerne l'exposition de l'art et les contrôles de la lumière, il faut le dire, est un projet qui n'a pas réussi. On a de belles images que j'ai, ma faute, oublié de vous montrer, dans lesquelles on voit par exemple des lames de lumière rentrées par la façade et donc finir directement sur la toile
sur une toile, sur une sculpture, sur une peinture dans les 5e et les 4e étages du musée. Donc un dispositif qui amène Renzo Piano dans les années suivantes à devoir un peu, comment dire, se remettre à l'étude de ce qui est la prémisse avec laquelle il a commencé, c'est-à-dire cette recherche d'une architecture qui était une architecture de lumière, avec ses dispositifs comme les shades, etc. Et ce qui amène dans les tout après, dans les juste après Centre Pompidou, à une nouvelle aventure que cette fois-ci Renzo fait toute seule, sans l'apport de son ami et son frère aîné Richard Rogers, et qui l'amène à la conception de la soi-dite Menil Collection à Houston, Texas. Un espace dans lequel les dispositifs du contrôle de la lumière et la question que l'architecture est lumière reviennent à la une, et c'est le projet qui a, entre guillemets, un peu sauvé l'âme après donc ce qui a été l'expérience complexe du Centre Pompidou, et qui remet donc l'œuvre d'art au centre d'une recherche qui est une recherche précisément illuminotechnique et qui est rendue possible grâce à la soi-dite feuille, la foglia, qui est un dispositif très sophistiqué que vous voyez ici dans les croquis de Renzo, que vous voyez ici sur l'extérieur et qui donc continue en continuité à l'intérieur, et qui est rendu possible grâce aux recherches que Renzo Piano et l'ingénieur Peter Rice font autour d'un matériau qui s'appelle ferrocemento, qui donc est tiré de l'expérience de figures comme par exemple Pierluigi Nervi, et qui devient ici un véritable système de modulation de la lumière, qui est donc rentre à l'intérieur de l'espace à travers un parcours que vous pouvez voir clairement à travers, donc ici, les flèches qui indiquent donc cet chemin que la lumière fait, et un chemin dans lequel la lumière est aussi tamisée et aussi réduite pour arriver à ce qui sont désormais, années 80, les nécessités en termes de conservation de l'œuvre, d'exposition de l'œuvre, les fameux 50 lux, et ainsi de suite. Une recherche, celle de ce dispositif de contrôle de la lumière dans l'espace de l'art et de la culture, qui accompagne depuis les années 80, je dirais, toute la carrière de Renzo Piano jusqu'à la contemporanéité, jusqu'à aujourd'hui, et qui ont des étapes qui sont des étapes majeures, comme par exemple celle de la Fondazione Bayer à Bâle en Suisse, que vous voyez ici, et dans laquelle, encore une fois, cette idée d'une lumière contrôlée est rendue possible grâce à cet dispositif du contrôle, du filtrage de la lumière à l'aide donc d'un dispositif architectural et technique. Une aventure qui arrive jusqu'à la fin. J'espère de ne pas trop vous avoir ennuyé. Je pense qu'on a fait 1h10, donc désolé, j'arrive à la fin, mais on y est. Donc on est dans les années 90 et notre aventure, comme vous l'avez compris, désormais la lumière et la question de lumière neutre, de lumière uniforme, gagne de plus en plus d'importance dans ce qui sont les réflexions de la muséographie contemporaine. Ici, l'exemple sur lequel je voudrais m'attarder quelques instants est proposé par un autre architecte, un architecte suisse. Cette fois-ci, il s'agit de Peter Zumthor, qui dans les années 90, pour les Bregenz Kunsthalle, nous offre une véritable lanterne de lumière, une lanterne lumineuse. Les prémices ne sont pas très éloignées de celles qui ont amené Piano et Rogers autour de la réflexion de la Burrell Gallery, mais les résultats sont des résultats différents. Ici, on a un espace qui donc est conçu à l'aide d'un enveloppe qui, lui, il constituait des couches multiples, dans lesquelles l'idée c'est de bénéficier au maximum de ce qui est l'apport de la lumière naturelle, filtrée et tamisée grâce à cette enveloppe translucide qui est capable donc de garder à l'extérieur évidemment les conditions météorologiques, de chaleur, de la froideur, etc., mais donc de médier et de tamiser la lumière. Un projet qui, grâce à cette enveloppe particulière, va aussi créer un rapport intéressant de l'architecture intérieure vers l'extérieur, dans cet effet de vedo non vedo que vous pouvez clairement comprendre en regardant cette photographie.
un musée qui veut travailler uniquement pendant les heures diurnes grâce à la lumière naturelle pour arriver à cet effet dans lequel donc, on se retrouve dans un espace qui a je dirais un effet de sacré et pas simplement celle de neutre, car comme vous les voyez ici, la surface du sol et aussi les cimaises qui nous entourent avec un béton très raffiné conçu et mis en place par Zumthor devient les protagonistes, avec donc sur les plafonds les troisième protagoniste qui est la lumière qui devient elle là aussi véritable matière de l'espace. Lumière avec laquelle dans ces cas-là on ne peut pas encore une fois aussi parler d'un élément technique, un élément utile à la monstration de l'art, mais on doit en parler comme un véritable élément en dialogue avec l'œuvre, elle aussi protagoniste de l'espace. Lumière qui devient artificielle dans des heures donc nocturnes et qui est là pour, encore une fois, créer des effets particuliers, des dialogues entre ce qui est l'architecture intérieure et ce qui est l'extérieur, en transformant les bâtiments dans une lanterne magique. Je vais à la fin de mon histoire, car si on parle dans cette évolution, on a vu comment la lumière désormais peut devenir elle-même œuvre d'art. Je pense qu'ici, dans le cas moi je l'appellerais d'un véritable musée à ciel ouvert, celle qui est la soit-dite City, que l'artiste Michael Heiser a conçu de 1972 à 2022, donc 50 ans d'aventure, qui ont mené Heiser à concevoir une véritable ville-musée réduite à ce qui sont les formes tirées d'un imaginaire qui dialogue avec les sociétés précolombiennes, qui dialogue aussi avec ce qui sont les origines de l'humanité et à ce qui est une architecture, je dirais, réduite à ces archétypes primaires. Eh bien, ici, la lumière est l'élément qui fait l'œuvre, on pourrait dire, car avec la sable, avec la terre, avec les bétons et avec les formes employées par Heiser, c'est la lumière qui donne vie à une œuvre qui, elle, là aussi, permet à cette ville d'échanger constamment et de créer aussi des effets de chiaroscuro qui deviennent protagonistes de l'espace, protagonistes du territoire et deviennent aussi œuvre elle-même. On a parlé des lumières comme œuvre d'art, donc comment ne pas mentionner en passant l'œuvre centrale de l'art lumineuse et d'un de ses protagonistes, d'un Flavin, que moi je montre avec une reenactment qui a été fait en 2020 à la galerie David Zwirner. Et pour conclure, je voudrais vous proposer cette installation au Turbine Hall Tate Gallery à Londres, car ici on est sur une thématique que je pense être plus proche à ce qui sont les préoccupations d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question du réemploi, c'est-à-dire la question de la réhabilitation d'un espace, la question aussi de s'approprier d'un espace qui avait un usage autre et qui aujourd'hui devient musée. Bon, les masques, par exemple, recherche qui est liée intrinsèquement à son histoire, et bien ici, voir comment la lumière, à travers l'œuvre d'un artiste, ici devient encore une fois les protagonistes de l'espace, devient les protagonistes du musée pour la création de ce qui devient ici une véritable atmosphère artificielle. Un soleil avec cette lumière jeune qui travaille à l'aide d'un miroir qui couvre les plafonds de l'espace pour redoubler l'espace et qui transforme la Turbine Hall de la Tate Gallery, qui est donc un espace utilitaire né comme espace d'usine, dans un véritable lieu pour la réflexion autour des thèmes qui vont du réchauffement climatique, l'essence de la communauté et évidemment ce qui est donc le cosmos et donc l'atmosphère. Je crois vous avoir
peut-être ennuyé suffisamment avec cette œuvre, donc je veux terminer mon plongée autour de la question de la lumière. On est parti donc du tableau au XVIIe siècle, et donc pour voilà, clôturer cette session, je voudrais laisser passer 4 minutes des vidéos. Il s'agit d'une captation d'un film qui m'est très cher et qui, je pense, peut nous faire... donc on peut bien clôturer cette séance autour de la question de lumière qui n'est pas simplement un élément passif, mais qui devient élément actif pour non pas simplement la monstration, mais même pour la redécouverte de ce qui est l'œuvre d'art. Le film en question, c'est La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino. Far portiere? No, non fa il portiere. È amico delle principesse. Pronti? Venite. Buonasera, principessa. Buonasera. Ma come c'è tutte queste chiavi? Perché sono una persona affidabile. Là. Ah, un petit commentaire. Ah, de ma part, je pensais de la... Oui, alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que j'ai aimé
j'aurais bien aimé, comment dire, fermer les cercles. Donc, si vous vous rappelez, on a véritablement commencé avec l'idée de retrouver les contextes avec lesquels l'œuvre, donc l'œuvre d'art, la peinture, la sculpture, était montrée, quelle était la vie de cette œuvre avant le XVIIIe siècle. Et j'ai choisi de terminer avec ça parce que à la date d'aujourd'hui, je trouve, la majorité des musées donc, nous montrent, par exemple, je fais référence là en particulier au musée romain, on a désormais une majorité des œuvres d'art qui sont montrées sous une lumière qui est une lumière très contrôlée, qui est une lumière très tamisée, qui est une lumière qui doit répondre à des questions précises de conservation, et donc qui nous enlève, ou qui nous a enlevé dans une certaine, je ne sais pas si c'est une majorité ou une totalité des cas, mais nous a enlevé cette, si vous voulez, meraviglia, la meraviglia de la découverte de l'œuvre d'art. Et cette meraviglia, je trouve être une composante qui était centrale dans ce qui était même la commande que les clients faisaient aux peintres, aux sculpteurs, etc. Et donc, je pense que c'est avec ces fins-là, je trouve que c'était intéressant de revenir un peu aussi à cet élément que la lumière rendait possible, c'est-à-dire à la question de la meraviglia. Ça ne voudrait pas dire que moi, en tant que historien d'architecture, ça n'implique pas en tout cas un geste actif, c'est-à-dire demain, tous les musées devraient étendre les lumières. Je ne veux pas, je regarde surtout Gaël, donc c'est pas ça le message implicite, mais plutôt le message que je voudrais vous confier, c'est que finalement la lumière était bien plus que la lumière neutre et tamisée qui aujourd'hui accompagne la monstration de la majorité des œuvres et qui donc pourrait nous amener même à des initiatives créatives peut-être pour redécouvrir l'œuvre sous une lumière différente. La lumière fait partie du show en fait, du spectacle. Alors, juste pour compléter, en introduction, la présentation du film Barry Lyndon de Kubrick, je trouve que cet extrait fait vraiment est un peu dans la continuité. Oui. Et je trouve ça intéressant. Ouais, effectivement, j'hésitais. J'aurais voulu aussi vous montrer quelques scènes de Barry Lyndon, mais en vous la montrant à la fin, vous aurez peut-être replongé trop vers les débuts et je voulais utiliser un film différent. Oui. Mais évidemment, moi, je me suis limité à vous montrer quatre frames de ces films, mais je pense que vraiment la recherche faite par Kubrick dans la conception du film autour de la question de la lumière, même si ce n'était pas censé aller spécifiquement sur une question liée évidemment à la thématique qu'on a traversée ce soir, mais je pense que ça peut ouvrir à des réflexions très intéressantes. Oui, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup Boris. Merci à vous.